Je suis né à Marrakech en 1927, c'est-à-dire 4 mois avant l'intronisation du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef et 15 ans après l'instauration du protectorat français. J'ai donc vécu des époques importantes dans l'histoire récente du pays. La colonisation, les luttes politiques et armées contre l'occupation, l'indépendance, les luttes fratricides pour le pouvoir, les années de plomb, l'unification progressive du pays, l'initiative de réconciliation nationale et enfin la longue marche pour l'instauration de la démocratie et la consolidation de l'état de droit. Au cours de ma vie, j'ai milité dans les partis politiques, servi l'État dans plusieurs domaines, fondé des journaux dans les années 60, milité au sein de la société civile, participé à la création d'entreprises qui ont connu diverses fortunes. Mais je crois pouvoir dire que le plus enrichissant pour moi a été d'observer de près la naissance du capitalisme marocain. Au terme de cette longue expérience, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de témoigner et d'apporter ma modeste contribution à la compréhension de l'histoire récente du pays. Dès le milieu des années 80, j'ai regroupé le maximum de documents disponibles, jusque-là dispersés en divers endroits, et entamé la dure épreuve de l'écriture, me basant sur les documents et sur la mémoire. J'ai écrit des dizaines et des dizaines de pages et probablement détruit autant. Hanté par le doute, insatisfait de mon travail, découragé, j'ai rangé mes dossiers et mis mon projet entre parenthèses. La question des archives s'est posée au Maroc de façon assez forte et cruciale au moment de la naissance de l'instance équité et réconciliation. La réflexion était à la fin des années 90, début des années 2000, et elle avait pour fonction d'explorer et de revenir dans le cadre d'un paradigme de la justice transitionnelle, de réfléchir sur les années de plomb au Maroc à partir de 1956, le moment d'indépendance, jusqu'en 1999, le moment de la mort du roi Hassan II. Cette séquence de travail de cette commission va être marquée par l'idée qu'il n'y avait pas d'archives, l'absence d'archives et de présence forte uniquement de mémoires contradictoires, opposées, des différents acteurs en conflit durant les 30 dernières années où le champ politique marocain était conflictuel. Il l'est toujours, mais il était conflictuel de façon qu'on pensait à l'époque être violente, uniquement violente pour ça. Et parmi les recommandations de cette instance va être la création d'archives nationales. Ça ne veut pas dire que les archives n'existaient pas, mais les archives du pouvoir, qu'on appelait le Makhzen, étaient essentiellement les archives royales ou des archives privées en relation avec la cour royale 18e, 19e et même 20e siècle. La conception des archives nationales était pensée dans un cadre un peu monopolistique. L'État a le monopole des archives et un cadre aussi institutionnel extrêmement rigide, dans le sens uniquement de la conservation. Conserver des documents qui attestent à la fois des administrations ou des pouvoirs politiques. Cette idée de monopole, que l'institution, qui n'est pas finalement aussi autonome qu'on puisse le penser, puisse avoir le monopole de conserver, et même pas uniquement de conserver des archives, mais de déclarer des documents comme étant des archives. C'est ça, donc, il y a cette idée de création, même du statut d'archive, et d'en faire la source principale, sinon parfois l'unique source de l'écriture même de l'histoire du Maroc. Comme je l'ai dit, cette idée de monopole, de construction des archives dites nationales,
finit par éliminer toute une série de possibilités, non seulement de documents, mais aussi de trajectoires, qui ne peuvent pas être totalement remplies par une activité autre, qui est l'activité d'écrire des mémoires que des leaders du mouvement national ou de simples individus peuvent faire, ou l'activité, j'allais dire, fictionnelle, c'est-à-dire des romans, des pièces de théâtre, des films, etc. Et c'est à ce niveau qu'on peut apprécier l'importance que prennent des archives privées ou des archives individuelles pour à la fois dépasser l'idée de monopole et offrir aux chercheurs d'autres possibilités de connaître des choses à la fois qui ne sont pas considérées comme dignes d'être des archives, ou même des choses qui devaient être des archives et qui n'ont pas été prises en compte pour des raisons tout à fait matérielles, ou parfois idéologiques ou politiques, etc. C'est sans réserve que j'ai remis la totalité de mes documents, même ceux qui paraissaient à mes yeux sans importance. Il lui fallait donc lire, relire entre 4 000 et 5 000 documents, les classer, les scanner, les numériser, parcourir les journaux Maroc Information et Atlas parus entre 1960 et 1966, date de leur interdiction. Au cours de ces 5 dernières années, nous avons enregistré plus de 300 heures d'entretien, revenant parfois à plusieurs reprises sur le même événement pour en préciser la teneur et l'exactitude. Mesdames, Messieurs, le XXe siècle a été une époque cruciale dans l'histoire récente de ce pays, qui a connu la décadence du pouvoir central, victime de dissensions internes et des convoitises coloniales, l'occupation, les luttes politiques et armées, l'indépendance, les phases successives de reconstruction de l'État et l'évolution extraordinaire de la société marocaine. D'éminentes personnalités ont connu ou participé plus ou moins activement à l'édification du pays. Force est de constater que rares sont ceux qui ont laissé des témoignages conséquents. Il faut espérer que leurs descendants puissent combler cette lacune en confiant leurs archives aux institutions existantes et à leurs chercheurs. Merci pour votre attention. L'expérience des archives de Sidi Ahmed Ben Kiran, donc, qui lui-même est une archive vivante, dans la mesure où il a conscience de l'importance de témoigner en tant qu'individu, qui a traversé une bonne partie du siècle dernier et qui est toujours là, avec une conscience de l'importance d'une trajectoire politique, une trajectoire économique, une trajectoire d'homme, tout simplement. Et ça nous donne une autre idée de ce que c'est qu'une archive, qui n'est pas une archive privée, parce qu'elle est mise à disposition avec une grande générosité, mais sur le plan, j'allais dire, épistémologique, que l'archive n'est pas le document tout seul. L'archive, c'est le document qui parle, qu'on fait parler, on fait dialoguer avec des points de vue qui sont très, très, très différents. Et cette archive, qui est les archives de Sidi Ahmed Ben Kiran, constituent autant de repères qui rendent compte d'une renonciation à définir une trajectoire unique d'une histoire politique ou économique d'un pays, et à donner à voir la polyphonie, la diversité de voix, la diversité de traces, la diversité de documents, à décloisonner les sphères entre le privé, l'intime, le public, le politique, l'économique, le culturel, et à laisser le chercheur ou les chercheurs qui vont à prendre en compte cette ressource, qui est une ressource à la fois documentaire, mais une ressource
esthétique, une ressource culturelle, à prendre la liberté de construire à partir de ce don, parce qu'il s'agit d'un don à la fois de soi. La personne elle-même se donne à avoir avec beaucoup de générosité dans ses archives, mais donne aussi des archives qui sont disponibles. Et à partir de là, pour chaque chercheur à reconstruire la trajectoire ou les trajectoires politiques, pas uniquement de l'acteur principal qui est celui propriétaire des archives, mais tous les acteurs qui interviennent par rapport dans ces différents documents. Il n'était pas nécessaire qu'on soit omniprésent dans ces archives pour que ceux-ci rendent compte de je vous l'ai dit, de la complexité du champ politique et du champ économique marocain. Mais dans tous les cas, on lui doit cette générosité et surtout, on lui doit d'arriver à une sorte de constat méthodologique important que les archives ne parlent pas par eux-mêmes et qu'une coopération entre l'archive, le document, celui qui garde ou qui conserve le document et celui qui interroge le document est extrêmement importante pour rendre compte, pour donner du sens ou pour construire du sens sans se gêner de l'idée de la complexité, sans être gêné par la complexité et sans être gêné par la pluralité des significations de ces différentes archives. Voilà. Merci. Alors, comment vous avez intégré le SCP, justement? D'abord, il fallait faire une année préparatoire. Nous étions 3. Les 3 premiers Marocains, c'était Mamoun Tahri, c'était Hamid Benani, l'ancien wali de la Banque du Maroc, et moi-même. Nous ne connaissions pas, nous nous sommes retrouvés à Paris. Nous avons fait l'année préparatoire. Mes 2 camarades ont réussi brillamment d'entrer et moi j'étais calé. Et j'avais le choix ou bien de refaire l'année préparatoire ou d'aller. Je suis allé voir le directeur en lui disant j'ai pas envie de faire une année préparatoire. J'ai pas voulu pour plusieurs raisons. À l'époque déjà, j'étais politisé. J'étais fortement politisé à Paris. C'était l'après-guerre, c'est les courants d'opinion. Elle avait été le socialisme, le communisme, l'existentialisme. Tout cela me chatouillait beaucoup plus que l'école de commerce. Ça a été très utile des 2 côtés, de toutes les manières. Et nous avons, pour la première fois, constitué le premier forum d'étudiants progressistes, en 1948. Premier. On avait réuni dans ce forum des étudiants du Parti de l'Istiqlal, naturellement, mais également des communistes, des PDI, des non affiliés à des partis politiques. Et ça a été une richesse extraordinaire. Mamoun Tahri a fait une licence en droit pour devenir avocat à l'époque. Après l'indépendance, il était installé à Khalitra. Et Hamid Benani a fait une expertise comptable. Là, il a été recruté par la Shell à cette époque-là. Et moi, je suis rentré à Marrakech, d'où nous avons été expulsés, Mohamed Bousta, et nous sommes retrouvés tous à Casablanca. À l'indépendance, on était moins de 2000 bacheliers à l'indépendance du Maroc, musulmans et israélites. Moins de 2000. Et quand il fallait meubler les ministères de commerce et des autres, ce n'était pas facile de trouver des cadres.
À mon initiative et en accord avec Abdelrahim Bouabid et avec Mehdi Ben Barka, il a fallu aller trouver des solutions de rechange. Et je leur ai suggéré d'aller à la pêche à la route de Mediouna. Chercher des gens qui n'ont pas milité politiquement, qui avaient appelé le bac, plus ou moins, mais c'était des gens qui ont peu fait leur expérience dans le commerce. C'est des gens qui avaient déjà des relations internationales, qui avaient fait fortune en France, au Sénégal, qui étaient des gens de qualité. Mais en plus de cela, ils étaient blanchis par le Parti de l'Istiqlal, c'est-à-dire qu'ils étaient acceptés comme des gens, au moins des nationalistes. Mais on a fait un travail colossal dont nous sommes fiers, parce qu'on était des motivés, on était des nationalistes qui voulions acquérir à tout prix, le plus vite possible, l'indépendance économique du Maroc et l'indépendance également monétaire. D'abord, nous étions animés toujours par l'esprit de négociation, jamais de confrontation. Cette politique nous a permis d'obtenir de la France une coopération beaucoup plus efficace que si nous étions entrés en conflit avec la France. Parce que par réalisme et par pragmatisme. Et on a fait beaucoup de choses grâce à cette politique de chez Nfashia ou Molo Molo. Vous savez une chose, on n'était pas préparé pour rien du tout. On faisait comme celui qui faisait la poésie sans le savoir. Il ne faut pas croire. Moi, je vous raconte une histoire. Un jour, Abdelrahim Bouabid, je crois, ou Balafrèche, me dit demain, on va récupérer l'office d'échange. Mais je ne savais pas ce que c'était l'office d'échange. La vérité, c'est ça. Pourquoi mentir? C'est ça la vérité. On a racheté une époque une banque espagnole qui s'appelait la Banco Inmobiliario Mercantis de Marruecos. C'était une banque de Tanger. Bon. Avec un groupe de Marocains de l'époque, les Sibti, les Benani, la Kherada. J'ai fondé avec d'autres amis en 1960 un quotidien qui se voulait être journal économique, qui s'appelait Maroc Information. C'est une très belle aventure. Parce qu'on a commencé par l'économie, puis finalement, fatalement, on est allé un peu vers la politique. Pas la politique politicienne, mais la politique positive. Le rédacteur en chef était Garas, que j'ai emprunté à la vie française. Et puis à un moment donné, on a décidé de maroccaniser quand même Je suis allé à l'école de journalisme à Paris, et j'ai rencontré André Azoulay. Il y a eu le coup de foudre. Mais je lui ai dit, écoute, il faut au préalable qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Un journal, c'est une politique. C'est une ligne éditoriale. Première mission, il était de couvrir le congrès de l'UNFP à Casablanca. Et il a été raflé, comme tout le monde. C'était des années difficiles. Écrire n'importe quoi était sujet à danger. En 1966, nous avons décidé d'interviewer les leaders de l'époque, les démarques. On a choisi Abdelrahim Bouabid, forcément. On a choisi Ali Atta. On a choisi Reda Gdira et on a choisi Mahjoubi Ahardan. Pour avoir le point de vue de l'époque. On a commencé par Abdelrahim. Naturellement, le pouvoir public était au courant, puisqu'on a envoyé à l'imprimerie, tout le monde savait que. On m'a demandé de choisir entre ne pas publier ces interviews ou le journal sera interdit. J'ai été interdit, tout simplement. C'est ça la fin du journalisme à l'époque. C'était une toute petite structure à l'époque.
On avait des bureaux à la place Pétri à Rabat. C'était un petit immeuble de 3 étages. Hein? À l'époque. C'est pas le même immeuble. Hein? C'est pas le même immeuble d'aujourd'hui. Mais bien sûr que non. Vous pouvez nous raconter l'histoire du coup d'État à Sreras? Non. On a créé pour la première fois un centre de médiation. Et compte tenu de mes rapports amicaux avec les centrales syndicales, j'ai pu résoudre, avec d'autres, on a pu résoudre un certain nombre de conflits. Des conflits quelquefois difficiles, très durs. Pour la première fois, on a invité les 3 centrales syndicales, avec Mhijoub en tête, avec Amaoui en tête, avec Afilal en tête. Ils sont tous venus, on a inauguré une ère nouvelle de discussion, etc. Bon. Les syndicalistes, qu'on en dise, sont des patriotes aussi. Il faut les écouter, il faut essayer de composer avec eux, etc. C'est un pays il n'y a pas de démocratie sans force, sans syndicats forts et sans parti politique fort. Il ne peut pas y avoir de démocratie. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Il faut oser prendre des risques. Même si on échoue, on rebondit par la suite. Parce qu'à partir de un certain âge, on ne prend plus de risques. Il faut prendre des risques. Il faut être courageux, ne pas craindre de l'échec, parce que l'échec est une étape seulement de la vie. Or, malheureusement, je dis Inch'Allah, les jeunes aujourd'hui me donnent l'impression d'être trop vieux, les jeunes. Ils ont 20 ans, 25 ans. Ils ont déjà démissionné. Il faut un choc. Il faut y ait un choc qui redonne aux jeunes un peu plus d'optonus pour pouvoir s'affronter. كنت تعيدها كنت نعرف مغربنا وطننا روح فداء دمي له روحي له لك في كل التضحية سبيل لا غير سبيل لا نرحب تلك الأعاد لكن زدنا في الاعتقاد إيمانه هو